Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al primo webinar per studenti Löscher dal titolo Storia sociale Francia e Italia dal 1850 al 1914 per sezioni ESABAC. Le dirette dei webinar per studenti sono pensate per gli studenti e per i docenti che intendono accompagnare e osservare la classe durante la diretta. Questo pomeriggio interverrà Charlotte Galland, professoressa abilitata all'insegnamento della storia e geografia in Francia con la certificazione per insegnare in sezioni ESABAC. Lavora in Italia dal 2017 e insegna nelle classi del triennio ESABAC. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola alla relatrice. Alors, buonasera, bonjour. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire sociale de la France et de l'Italie de 1850 à 1914. Et j'ai décidé de partir de cette caricature des deux républiques par Alfred le Petit et réalisée vers 1872. Donc, on peut y voir à gauche la République honnête qui est figurée avec le visage d'Adolphe Thiers, président de la République sous la Troisième République, de 1871 à 1873, qui était également l'une des cibles préférées des caricaturistes de gauche, puisqu'il avait participé à la répression de la Commune de Paris en 1871. On peut voir une République qui est robuste et dodue, coiffée comme une paysanne. Elle a d'ailleurs des épis de blé qui dépassent de sa coiffe. Et elle incarne les masses rurales qui soutiennent le chef de la République française. Alors sa jupe tricolore que l'on peut voir à cette République conservatrice représente un héritage de 1789, le bleu, blanc, rouge, mais aussi de la période orléaniste, puisqu'on peut voir que sont évoquées la République honnête et la date de 1830 que l'on voit sur son tablier, qui évoque la révolution des Trois Glorieuses qui a donné naissance à la monarchie de Juillet. Alors ça, c'est une allusion directe au passé orléaniste d'Adolphe Thiers, qui a été ministre de Louis-Philippe. Pourquoi je vous ai proposé cette caricature? Parce qu'on voit là ici une république qui est considérée comme la république honnête, conservatrice, qui va s'arrêter au parlementarisme et aux libertés élémentaires, sans aller plus loin. Face à elle, vous avez au contraire, à droite, la République rouge, qui s'inspire d'une toute autre iconographie de Marianne, puisqu'il s'agit toujours de Marianne, cette femme qui représente la République française. Ici, on peut voir une Marianne à droite qui est martiale, belliqueuse, elle est jeune, elle est musclée, elle porte un pistolet à la taille, donc c'est la preuve qu'elle est prête au combat. Et d'ailleurs, on notera que elle a les pieds nus, alors que l'autre Marianne porte des chaussures. C'est donc cette Marianne rouge, une Marianne qui incarne le peuple. Elle est drapée dans une tenue antique, la main posée sur le faisceau des licteurs, qui n'est pas simplement un symbole fasciste, mais qui en réalité, à ce moment-là, est un symbole révolutionnaire, puisque les licteurs font partie de ces symboles démocratiques qui étaient évoqués couramment sous la Révolution française. À ses côtés, on peut observer le coq gaulois, qui est également rouge, et qui est sur un boulet de canon. Et donc ça, c'est l'iconographie ici qui est héritée des armées de l'an 2 de la République. On peut penser donc à Valmy, à cette armée française qui va combattre les tyrans étrangers pour défendre la démocratie. C'est donc ici une république, une Marianne qui est sociale et qui est patriote, telle que les communards l'avaient conçue en 1871. On voit donc là que ce dessin qui a été créé moins d'1 an après la Semaine sanglante, la répression de la Commune de Paris, se réfère explicitement à la lutte entre les communards et les Versaillais, c'est-à-dire entre une vision sociale, voire communiste, de la République et une vision conservatrice. Or, dans la période que je vous propose d'étudier aujourd'hui, de 1850 à 1914, on est au lendemain du printemps des peuples, au lendemain de révolutions qui sont nourries par des préoccupations nationales et sociales, en 1848-49, et on est juste avant, 1914, la date qui clôt notre période, c'est celle qui marque le
le début de la Première Guerre mondiale qui va bouleverser les sociétés européennes en jetant à bas un certain nombre de classes sociales, en les appauvrissant. Donc, dans cette période étudiée, la France, comme l'Italie, sont parcourues par des tensions sociales et politiques qui naissent justement de l'affrontement de deux visions complètement opposées de la société, une vision libérale mais modérée, et l'autre beaucoup plus sociale. D'accord ? Alors, je vous ai mis un petit rappel. Donc nous nous demanderons quelles sont les principales transformations sociales en France et en Italie de 1850 à 1914. Et je vous ai mis un petit rappel sur les différents bouleversements politiques qui sont en arrière-fond de cette histoire sociale. D'abord pour la France, avec donc le Premier Empire 1804-1815, la Restauration 1815-1830, la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe 1830-1848, puis donc il y avait une première révolution en 1830 que j'ai évoquée, celle des Trois Glorieuses, deuxième révolution en 1848. Vous avez donc en 1848-1852 une république qui dure à peine 4 ans, puisque Napoléon III va prendre le pouvoir, devenir d'abord président de la République et ensuite prendre le pouvoir par un coup d'État en 1852. Ensuite, en 1870, il va perdre le pouvoir en déclarant la guerre à la Prusse, et donc c'est ce qui va donner naissance à la Troisième République, qui sera le régime politique le plus long qu'a connu la France après la monarchie absolue, l'Ancien Régime, 1870-1940, donc la République qui se termine avec l'invasion allemande de 1940. Pour l'Italie, je vous ai mis comme repère politique donc la première guerre d'indépendance de 1848-1849, ensuite la deuxième guerre d'indépendance qui a lieu 10 ans après, la proclamation du Royaume d'Italie en 1861, puis le rattachement de Rome en 1870-71, donc toute cette période d'unification de l'Italie. La droite historique qui est au pouvoir de 1861 à 1876 et qui est ensuite remplacée par la gauche historique 1876-1896. Je vous ai précisé donc 1900 l'assassinat du roi Humbert Ier et 1900-1913 l'ère jolitienne qui précède donc l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Alors, pour répondre à notre problématique, donc le plan que je vous propose de parcourir présentera donc dans un premier temps les principales classes sociales dans les sociétés françaises et italiennes entre 1850 et 1914. Puis nous nous intéresserons donc à l'émergence du prolétariat et de nouvelles cultures de classe. Et enfin, dans un dernier temps, nous étudierons les nouvelles préoccupations sociales et les nouveaux droits sociaux qui apparaissent enfin de notre période. Alors tout d'abord, je voulais dire que pour ce chapitre, pour cette première partie notamment, je me réfère au chapitre 8 du volume 2 d'Histoire Plus, donc d'Élisa Langin, auquel j'ai contribué, notamment pour les corriger et pour les exemples d'épreuves des ABAC. Voilà, vous pourrez trouver un certain nombre d'informations là-dessus. Alors, les principales classes sociales dans les sociétés françaises et italiennes. Donc, on va commencer par l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Alors, l'aristocratie, elle se distingue de moins en moins au XIXe siècle. Elle se distingue de moins en moins de la haute bourgeoisie, car la révolution industrielle et la révolution française ont eu pour effet, d'une part, d'enrichir et de renforcer la haute bourgeoisie, les entrepreneurs et les chefs d'industrie notamment dont on parlera, et d'autre part de réduire ou d'éliminer les privilèges de la noblesse. Par ailleurs, vous avez des effets économiques d'inflation qui ont tendance à éroder les revenus terriens de la noblesse, aussi bien en France qu'en Italie, sur toute la deuxième partie du XIXe siècle. Alors même si son rôle se réduit au cours du XIXe siècle, la grande noblesse continue à figurer au sommet du pouvoir et de la richesse. En France, elle représente ainsi en 1840 près de la moitié des censitaires les plus élevés. Alors par censitaire, on entend ceux qui payent le cens, c'est-à-dire l'impôt, tandis qu'à la Chambre des députés, elle compte encore pour un tiers de l'effectif en 1869. Et en 1893, elle ne représente plus, mais encore, que 23% des députés.
Donc on voit une lente érosion hein, de la représentation de l'aristocratie, puisque elle n'est plus la classe sociale la plus favorisée, mais elle existe encore. Alors où est-ce que cette aristocratie va se loger dans ce nouveau monde de la révolution industrielle? Eh bien, les anciennes familles, hein, celles qui souvent en France ont été exilées ou se sont exilées pendant la Révolution, elles sont revenues, hein, les immigrés sont revenus et ils vont se concentrer dans les métiers des armes, de la haute fonction publique, de l'administration coloniale, hein, beaucoup dans les colonies, mais aussi de la diplomatie. Hein. Ce sont des métiers qui sont considérés comme prestigieux par la noblesse, puisque la noblesse traditionnellement ne travaillait pas, hein, elle vivait de ses revenus, et le travail était considéré comme quelque chose d'honteux. Hein. Alors, cette noblesse, en revanche, elle voit son revenu s'effriter, hein, s'éroder, donc elle se mélange volontiers par les stratégies matrimoniales avec la haute bourgeoisie. C'est pour ça que je vous ai proposé donc une peinture de Jean Béraud qui date de 1878, hein, qui s'intitule « Une soirée », où l'on peut voir donc une réunion sociale, alors dans un appartement bourgeois. Hein. On reconnaît une pièce de réception, c'est-à-dire que c'est un espace théâtral où les classes sociales se donnent en spectacle. On voit ici au premier plan des jeunes femmes en robe blanche. Ces jeunes femmes sont en fait des jeunes filles dont la robe blanche symbolise l'innocence. Et elles sont là pour être mariées, c'est-à-dire qu'elles sont représentées, elles sont en représentation pour trouver un mari. Voilà des formes de stratégie sociale, hein, puisque chaque soirée au sein de la bourgeoisie et de l'aristocratie est une occasion de rencontre. Hein, donc c'est un ballet social, une comédie des apparences qui se joue en privé. On peut reconnaître les femmes mariées au fait qu'elles portent de la couleur. Et puis on reconnaît évidemment les hommes qui sont vêtus de fracs noirs hein, et blancs, qui sont peut-être issus de la noblesse ou peut-être ces nouveaux bourgeois conquérants que le XIXe siècle connaît. En effet, au XIXe siècle, vous avez l'arrivée de nouvelles figures intéressantes dans la haute bourgeoisie. Ce sont les nouveaux entrepreneurs, hein, ce sont les créateurs d'entreprises, ce qu'on appelle en français des entrepreneurs, qui manifestent donc leur goût pour l'épargne, pour l'effort, pour l'austérité, hein, d'accord, contrairement à la noblesse qui est considérée comme ayant dilapidé, hein, comme dilapidant son argent, comme le gaspillant. C'est un goût aussi pour l'esprit d'entreprise, l'audace, et puis un optimisme et une confiance dans le progrès technique et économique qui caractérise hein, la bourgeoisie d'ailleurs en général, hein, pas seulement la haute bourgeoisie. Alors, ces bourgeois conquérants sont recherchés, hein, notamment parce que très souvent ils ont de l'argent, ils sont plus riches que la noblesse dont le revenu s'érode. Et s'ils cherchent moins à entrer dans la noblesse qu'avant la Révolution française, ils n'hésitent pas à nouer des mariages hein, avec des jeunes femmes issues de ce milieu. Et puis vous avez aussi ces nouveaux entrepreneurs qui parfois sont issus de milieux populaires. Hein. Je pense par exemple en France aux frères Schneider, hein, qui avaient des industries métallurgiques dans le nord de la France. Vous avez un homme également qui s'appelait le baron Édouard Rampin, hein, qui n'était pas né baron, mais qui a acquis le titre hein, en devenant ce qu'on appelle un self-made man. Puis en Italie, je pense par exemple à Alessandro Martini, qui a créé l'entreprise de liqueurs Martini et Rossi, qui était au départ un simple employé, hein, et puis finalement il a créé une entreprise qui a fait fortune, qui a assuré sa fortune dans le monde entier. On peut penser un peu plus tardivement à Giovanni Agnelli, qui est donc né en 1866-1945, même si lui, il est un petit peu plus différent puisqu'il vient d'un milieu plus favorisé de propriétaires terriens. Donc il venait pas, comme Alessandro Martini, d'un milieu un peu plus populaire. Alors, toutes ces classes sociales sont souvent représentées... J'aime bien montrer cette coupe d'un immeuble parisien.
sont souvent représentées comme bien séparées les unes des autres, mais elles vivent quand même dans le même lieu, hein, ce qui la grande différence par rapport aux villes de notre époque, hein, puisqu'elles vivent toutes dans les mêmes lieux, même si elles sont séparées dans leurs immeubles, dans leurs habitations. Alors on peut voir sur cet immeuble du 19e siècle que chacun vit à son étage. Hein, vous avez par exemple au rez-de-chaussée, vous allez avoir donc la petite bourgeoisie, évidemment le concierge, hein, qui est un indispensable à Paris, puisqu'il s'agit ici d'une coupe d'un immeuble parisien, d'accord ? Et puis vous avez au premier étage l'étage noble, hein, où l'on reconnaît d'ailleurs le même type d'aménagement que dans le tableau de Jean Béraud auparavant, c'est-à-dire ces grandes glaces de style versaillais, ces dorures, ces peintures, hein, et puis ces fenêtres avec d'immenses rideaux rouges. Donc c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui à Paris l'étage noble, l'étage aristocratique. Et vous savez que les choses changent peu finalement au fil du temps, puisque encore aujourd'hui à Paris, les appartements qui coûtent le plus cher dans les immeubles haussmanniens, ce sont ceux du premier et du deuxième étage. Voilà. Donc, comme quoi, hein, la différenciation sociale persiste. Au second étage, on a un appartement bourgeois qui est un petit peu moins luxueux que celui du premier étage. Il n'a pas de balcon d'ailleurs, vous aurez noté. Mais on est toujours dans un confort, hein, la recherche d'un confort, un certain luxe. Et puis au 4e et 5e étage, vous avez le petit peuple, hein, les ouvriers, les artistes, les employés qui commencent à apparaître, on en parlera un peu plus tard. Et au tout dernier étage, bien sûr, les domestiques. Hein, puisqu'on va voir que cette bourgeoisie, cette haute bourgeoisie et même la petite bourgeoisie a la possibilité à cette époque d'employer une domesticité assez nombreuse. Hein. Alors justement, la bourgeoisie, nouvelle classe dominante. Donc le 19e siècle est le siècle du capitalisme et du libéralisme triomphant, et c'est bien sûr celui de la montée de la bourgeoisie, qui prend tout le pouvoir qui était réservé auparavant aux personnes issues de l'aristocratie, de la noblesse. Alors, la bourgeoisie, c'est une classe supérieure, c'est une classe dirigeante qui cherche à détenir le pouvoir économique et politique, mais également le pouvoir culturel. Hein, et elle prend donc la suite de la noblesse qui avait ces pouvoirs-là, qui jouissait de ces pouvoirs-là dans l'Ancien Régime. Alors, à Paris, ça représente à peu près 15% de la population en 1850. Hein. Donc, c'est pas une grande partie de la population parisienne. 15%, ça veut dire que si vous et moi, nous avions vécu à Paris en 1850, très probablement, nous aurions été des ouvriers. Hein, nous n'aurions pas fait partie de la bourgeoisie, et encore moins de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. Alors, qui sont ces bourgeois ? Eh bien, ce sont souvent des gens qui travaillent, finalement les oisifs, hein, c'est-à-dire ceux qui vivent de leur rente, sont moins nombreux. Essentiellement, on a une majorité d'actifs, hein, parce que, selon la formule de Jean Jaurès, la bourgeoisie, c'est une classe qui travaille. Hein, et ça, c'est la grande différence entre la bourgeoisie et la noblesse. Elle travaille dans diverses activités économiques, l'industrie, le commerce, la banque, le service de l'État, ou bien les professions libérales comme la médecine ou le droit. D'accord ? Autre chose qui distingue la bourgeoisie, c'est l'attachement à la famille. Et c'est pour ça que je vous propose d'étudier donc ce tableau d'Edgar Degas, qui est d'ailleurs dans le manuel Histoire Plus, dans le second volume qui a été publié donc, au printemps dernier. Au milieu du 19e siècle, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, qui est donc le bénéficiaire de la révolution industrielle, va chercher à laisser à la postérité l'image de sa réussite. Et très souvent, elle laisse, comme elle n'appartient pas à une lignée prestigieuse du passé, elle laisse une image de la famille. Donc là, on peut voir effectivement cette famille de Gennaro Bellelli, avec donc la tante en fait d'Edgar Degas qui est Laure, que vous pouvez voir à gauche. Elle est vêtue tout de noir, elle a l'air sévère.
Son mari, donc Gennaro Bellelli, qui est un baron engagé dans les affaires à Florence, et puis leurs 2 petites filles, Giovanna et Giulia. Alors, les petites filles donc, sont assez intéressantes, puisque vous voyez qu'il y en a une qui se tient près de sa mère. On dirait déjà qu'elle est rigide comme elle, qu'elle est très sage, qu'elle est prisonnière des conventions bourgeoises. Et puis vous en avez une autre qui est sur la chaise, qui semble un peu plus turbulente. Il y a une jambe qu'on ne voit pas, elle se tient différemment. Et puis elle semble beaucoup plus attirée par le petit chien que l'on devine en bas à droite, plutôt que par le reste des personnes de son entourage. Enfin, le père, qui est ramassé sur son fauteuil, qui nous tourne le dos, est attiré par ses filles. Il regarde ses filles. Et alors ça, c'est la particularité de la bourgeoisie. La bourgeoisie s'intéresse aux enfants, elle s'intéresse à l'éducation des enfants. D'ailleurs, elle en fait peu. C'est le réflexe malthusien. On fait moins d'enfants, mais on les élève mieux. Et ça, c'est très intéressant si on réfléchit, par exemple, au suffrage en France et en Italie, sur la même période que nous étudions, le droit de vote. Jusqu'en 1848, en France, a persisté le suffrage censitaire. Parce que l'idée, c'était que seuls les gens qui avaient un certain niveau de revenus pouvaient s'occuper des affaires publiques. En Italie, alors à partir de 1865, vous avez une loi électorale qui donne le droit de vote uniquement aux hommes de plus de 25 ans qui payent, j'ai pas noté le montant, mais il me semble que c'est au minimum 60 lire de cense. Puis ensuite, vous avez la loi Zanardelli de 1882 qui donne le droit de vote à tous les hommes italiens de plus de 21 ans qui payent au moins 19,80 lire d'impôts par an, mais à condition qu'ils soient alphabétisés. C'est-à-dire que là encore, on a une influence des valeurs de la bourgeoisie qui considère que l'homme qui s'occupe des affaires publiques, c'est un homme qui est éduqué. D'accord ? Et donc ça nous amène à comprendre pourquoi en France et en Italie, sur la même période, vous avez petit à petit des lois qui vont élargir le suffrage universel, mais également qui vont élargir l'accès à l'instruction obligatoire. Par exemple, la loi Copino sur l'instruction obligatoire en 1877 en Italie, et puis les lois Ferry 1882 en France. Alors, sur la même période, vous avez une autre classe sociale qui, excusez-moi, je reviens en arrière, qui s'affirme, qui commence à s'affirmer, mais plutôt en fin de période. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Alors, pourquoi ? Parce que les bouleversements créés par la Révolution française, mais aussi par la Révolution industrielle, ont ouvert des possibilités de promotion sociale qui n'existaient pas, et dont vont s'emparer certains enfants de paysans et d'ouvriers. C'est ce qu'on appelle la middle class en Angleterre, qui est donc formée dans les échelons inférieurs de la population. Il s'agit de petits artisans, de petits commerçants qui ne sont pas à proprement parler des bourgeois, qui sont souvent des ruraux, et dont les enfants vont pouvoir accéder à des professions libérales ou à des emplois plus stables que ceux d'ouvriers. Par exemple, on peut penser aux employés de grands magasins. Alors je souhaitais évoquer l'exemple du Au bonheur des dames d'Émile Zola. Donc au bonheur des dames, vous pouvez voir des employés de grands magasins parisiens qui sont créés à partir des années... en fait, à partir du Second Empire, vous avez une explosion du commerce, avec notamment la production manufacturière qui augmente. Et donc vous avez de nombreux employés qui trouvent du travail dans les grands magasins. Il faut savoir que contrairement à certains ouvriers, les employés sont payés à la semaine, ce qui leur assure un certain confort, voilà, un certain luxe, une certaine sécurité. Ils sont également logés dans les grands magasins, je pense au Bon Marché à Paris, et ils peuvent accéder grâce au paternalisme à certaines aides, puisqu'au Bon Marché, par exemple, vous aviez des crèches pour les employés, les vendeuses, et puis il y avait également un hôpital, d'accord, avec un médecin qui s'occupait des employés. Donc, émergence d'une classe moyenne qui va s'affirmer surtout au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, face à ces classes sociales, vous avez l'émergence donc du prolétariat et donc d'une nouvelle culture de classe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prolétariat ?
Alors oui, il y a une faute de français que j'ai corrigée dans le PowerPoint auquel vous pourrez accéder, qui est un peu plus fourni d'ailleurs, puisque j'ai rajouté quelques éléments. Donc les ouvriers. Alors en 1866, à Paris, les ouvriers représentent à peu près 57% de la population. Donc quand je vous disais que vous et moi, nous aurions été ouvriers si nous avions vécu à Paris dans les années 1850, vous voyez qu'effectivement, c'était plus probable. Adeline Domar, que j'ai mis en biographie et que vous retrouverez sur le PowerPoint, estime que dans la capitale, les 3/4 des gens vivaient dans la pauvreté et la misère. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour. Il est payé au jour. Il n'a pas la certitude d'avoir de l'argent le lendemain s'il est malade. Ils vivent très souvent dans des conditions épouvantables, soit pour les plus favorisés d'entre eux, ils vivent dans les 5e, 4e et 5e étages de l'immeuble dont vous avez observé la gravure. Mais à l'époque, vous avez également dans les grandes villes industrielles de France et Italie, puisque les industries se trouvent dans les villes au XIXe siècle, à Paris, mais également à Milan, à Turin, vous avez des bidonvilles. Des bidonvilles où vivent les ouvriers avec leurs enfants, avec leurs familles, et où il n'y a pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès au tout à l'égout. Donc des sources d'épidémies qui existent encore. Dans les années 1850, il y a eu une épidémie de choléra à Paris. Alors, ces conditions de vie assez catastrophiques vont être à l'origine des premières luttes sociales. D'accord ? Donc c'est notre petit point B. Alors pourquoi les premières luttes sociales ? Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu un phénomène dont on tient peu compte aujourd'hui. Le rythme du travail s'est énormément accéléré. À l'époque où le travail était essentiellement rural, les hommes et les femmes vivaient avec le rythme solaire, c'est-à-dire les activités humaines suivaient le mouvement du soleil. Au XIXe siècle, vous avez l'éclairage public au gaz, puis ensuite à l'électricité qui progresse. Petit à petit, on équipe les villes où se trouvent les industries, justement, on les équipe d'éclairage artificiel. Donc, il est possible dans les ateliers de travailler, y compris de nuit, très tôt le matin et très tard le soir. Alors, du coup, les ouvriers, vers 1850, les ouvriers travaillent en moyenne, en France et en Italie, de 12h à 14h par jour. D'accord ? 12h à 14h par jour, donc ils ne suivent absolument plus les rythmes naturels qui sont ceux des paysans. D'accord ? À cela s'ajoute l'insécurité croissante pour les travailleurs du fait de l'absence de toute protection sociale. La seule charité remplace la redistribution organisée, c'est-à-dire que quand on est pauvre, quand on a perdu son travail parce qu'on est blessé, on peut compter uniquement sur l'Église, éventuellement sur la charité du patron, si le patron est paternaliste. Alors, parmi ces ouvriers, vous avez aussi des enfants d'ouvriers, ou bien des enfants qui ont quitté les campagnes, qui ont quitté la ruralité, pour essayer de trouver une vie meilleure à la ville. Puisque en France, vous avez un exode rural qui se développe à partir des années 1850. En Italie, il interviendra un petit peu plus tard, mais l'exode rural existe tout de même. Alors ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, dès l'âge de 4 à 5 ans, ils travaillent dans l'industrie textile notamment. Alors l'exemple anglais est très connu, mais en France, il y avait des industries textiles à Lyon où l'on employait les enfants. En Alsace, plus de 20% des enfants qui sont employés dans les industries en France entre 1850 et 1914 sont employés en Alsace. Pourquoi en Alsace ? Parce qu'ils sont employés dans les mines. Dans les mines, les enfants sont en effet plus agiles, ils peuvent entrer plus facilement dans les petits tunnels que les adultes. Donc on les utilise, mais on les paye moins. On les paye moins que les hommes adultes et on les paye moins que les femmes ouvrières qui sont elles-mêmes payées moins que les hommes ouvriers. Donc ça a des conséquences évidemment. Les conditions de vie misérables de la classe ouvrière au XIXe siècle sont connues. Le manque d'argent, on ne vit pas, on survit. La faim, les enfants qui développent des maladies de croissance comme le rachitisme,
l'alcoolisme chez les adultes comme chez les enfants, la violence évidemment, l'analphabétisme et puis la prostitution, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Alors, le chômage est général au XIXe siècle dans les pays européens. Vous avez un chômage structurel qui est de l'ordre de 20% de la population active. Ça veut dire qu'en permanence, vous avez 20% de la population active qui est au chômage. Imaginez si ça existait aujourd'hui, ce serait la révolution. C'est pour ça que Marx parle dans Le Capital, qui est publié en 1866, de l'armée de réserve du capital. Il en parle parce que vous avez en permanence ces personnes qui sont en manque d'activité et qui sont prêtes à s'offrir pour n'importe quel travail, y compris dans le secteur informel. Ça explique aussi l'abondance de la main-d'œuvre domestique. On peut très facilement se payer plusieurs domestiques, puisque la concurrence, en fait, l'offre abondante d'ouvriers, d'employés, permet de les payer très peu. Alors vers 1910, en France, on compte 1 million de domestiques. À Paris, ils représentent 10% de la population de la ville. En Italie, à la veille de 1914, on compte alors un peu plus 1,5 million de domestiques, mais parce que dedans sont comptés les braccianti, c'est-à-dire on compte des domestiques, des journaliers qui interviennent sur les propriétés rurales. Alors, au XXe siècle, cette main-d'œuvre, ces domestiques, vont devenir de plus en plus chers et inaccessibles aux classes moyennes, comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, en France, vous savez que les domestiques, enfin les employés de maison, comme on les appelle maintenant, sont en fait financés par des crédits d'impôt, baby-sitter, femme de ménage. Voilà. Alors, à cela, à cette condition ouvrière, vient s'ajouter les accidents du travail qui sont constants. Par exemple, dans les mines, vous avez des catastrophes minières assez régulièrement, comme celle de Courrières dans le Nord, qui fait 1200 morts en 1906. Ce sont des accidents individuels qui ne sont pas indemnisés, et donc qui expliquent effectivement la constitution de mouvements ouvriers qui sont férocement réprimés, malheureusement. Alors, je voulais évoquer justement, avant de passer à ma dernière partie sur les mouvements ouvriers. Et donc, oui, cette slide, elle est mal placée. J'aurais dû la mettre à un autre endroit, puisque dans cette slide, je voulais évoquer le fait que vous aviez eu déjà des avancées sociales sous la Seconde République avec l'abolition de l'esclavage et le suffrage universel masculin en France. D'accord. Alors, je voulais brièvement évoquer une chose qui est très importante, c'est la culture ouvrière. Vous avez une culture ouvrière qui se forge au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle, à la fin, et qui est notamment fondée sur les grands massacres lors des soulèvements populaires. Donc en 1848, par exemple, avec la révolution de 48, vous avez 5000 ouvriers qui ont été tués. En 1871, avec la Commune de Paris, qui est un épisode traditionnellement évoqué par l'extrême gauche en France. Et puis, le 1er mai 1891, pendant une grève à Fourmies, donc dans le nord de la France toujours, l'armée tire sur des grévistes, des manifestants, et fait 9 morts. Et c'est pour ça que le 1er mai est devenu en France une fête syndicale. Les syndicats vendent du muguet pour financer leurs activités de protection des travailleurs et de protection sociale. Alors, cette culture de l'ouvrier, bon, la slide n'est pas présente parce que vous l'aurez dans le PowerPoint mis à jour. Elle passe aussi par la chanson, puisque se développe au XIXe siècle le café-concert, où se rendent les ouvriers. Vous avez des loisirs urbains qui se développent pour les ouvriers dont les industries sont donc en ville, je le rappelle. Et je vous proposerai dans les slides, dans l'autre PowerPoint, Viens Poupoule, qui est un tube de la fin du XIXe siècle, où donc un ouvrier évoque justement la sortie le samedi soir, puisque le dimanche est le seul jour non travaillé de la semaine. Il évoque la sortie avec sa femme au café-concert. Viens Poupoule, Poupoule c'est sa femme, on va au café-concert. Rappelle-toi, c'est comme ça que je suis devenue papa. Oui, parce que c'est la naissance de la société de loisirs, mais c'est le tout début.
hein, c'est-à-dire on se fait plaisir, et en se faisant plaisir, eh ben oui, on fait aussi des enfants. Alors, troisième partie, donc je vous propose les nouvelles préoccupations sociales et les nouveaux droits sociaux qui émergent hein, donc face à ces transformations sociales dans la deuxième partie du XIXe siècle. Alors, premièrement, l'essor du socialisme. Donc le XIXe siècle, c'est le siècle du capitalisme, hein, du libéralisme, certes, mais c'est aussi celui de l'émergence du socialisme, avec une opposition au système capitaliste, hein, à l'injustice, au paternalisme et au pouvoir absolu des chefs d'entreprise qui se comportent parfois comme des tyrans. Donc je vous rappelle que c'est en 1848 que Karl Marx publie le manifeste du Parti communiste, première édition française, et puis vous avez le Capital en 1867, et non pas 66 comme je vous le disais précédemment. Alors, après le fameux prolétaire de tous les pays, unissez-vous, hein, que Marx et Engels proclament à la fin du manifeste du Parti communiste, vous avez des penseurs socialistes qui vont agir en faveur d'organisations ouvrières qui dépassent le simple cadre national. L'idée, c'est de créer des mouvements internationaux qui regroupent à la fois des syndicats et des partis socialistes du monde entier. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé une mise au point sur les différentes internationales. La première internationale donc de 64 à 76, hein, voilà, qui va se terminer en 1876, peu après la Commune de Paris. La deuxième internationale, qui est fondée en 1889, et c'est celle qui est une des plus importantes. La troisième internationale également, lancée par Lénine en 1919. Et puis, vous avez donc une évocation de quelque chose d'aussi important dans le programme des ABAC hein, pour l'examen, c'est la séparation de la SFIO, mais qui intervient après la Première Guerre mondiale. Alors, la vision internationaliste du socialisme de l'époque, elle n'est pas seulement liée à la solidarité nécessaire des travailleurs dans leur lutte. Hein. Il s'agit aussi de mettre fin aux guerres. Hein. Il y a une volonté pacifique. Ça nous rappelle qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès, hein, le socialiste français Jean Jaurès, était opposé à la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il a été assassiné pour cela. Puisqu'ensuite, les ouvriers ont été quand même habités par les passions nationalistes et patriotes. Alors, les mouvements populaires. Donc, effectivement, à partir de la condition ouvrière que nous avons étudiée, vous avez une grande partie du XIXe siècle qui est le théâtre d'associations, hein, de volonté de regroupement des travailleurs, des ouvriers. Même si, depuis la Révolution française, vous avez la loi Le Chapelier qui interdisait aux ouvriers, aux travailleurs de se regrouper dans des associations professionnelles. Hein, donc cette loi, elle avait banni en fait les corps de métier qui existaient sous l'Ancien Régime, parce qu'ils étaient considérés comme faisant augmenter les prix, hein, souvent d'accès aux services et aux biens. Et puis elle a été maintenue de telle sorte qu'elle était utilisée pour empêcher la formation des syndicats. En 1884, sous la Troisième République, vous avez une loi très importante, hein, c'est celle dont je vous ai mis le document ici. C'est la loi Waldeck-Rousseau qui va abroger la loi Le Chapelier et qui va autoriser les syndicats en France. Alors voilà, je vous ai mis les trois principaux articles. Hein, les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de 20 personnes, exerçant la même profession, pourront se constituer librement, sans autorisation du gouvernement. Donc c'est une loi vraiment très importante. On voit qu'elle concerne à la fois les intérêts économiques, industriels, commerciaux, mais agricoles également. Alors les syndicats donc, sont autorisés, évidemment il faut déposer les statuts et les noms auprès de l'administration, mais il n'y a pas d'autorisation préalable. Ça va avoir pour conséquence que dès 1895, hein, donc 11 ans après, vous avez 175 organisations de travailleurs en France qui décident de s'unir, hein, puisque l'union fait la force, hein, pour fonder la CGT, hein, la Confédération Générale du Travail. Et puis en 1902, elle sera encore rejointe par 56 bourses du travail qui sont censées organiser la distribution, la distribution d'emplois aux chômeurs.
Alors la CGT en France, elle se caractérise par des tendances plutôt anarchiques. On parle d'anarcho-syndicalisme, puisqu'ils sont hostiles aux partis politiques et aux jeux parlementaires. Donc c'est un mouvement ouvrier, si vous voulez, qui se caractérise par le rejet de la société bourgeoise et de ses valeurs. Alors il est contre le militarisme, contre le patriotisme, on n'est pas encore tout à fait à la veille de la Première Guerre mondiale, donc le patriotisme n'a pas ressurgi, anti-étatique et anti-politique. Il est aussi parfois antisémite, on est en plein dans la période de l'affaire Dreyfus, et anti-féministe, puisqu'il s'agit bien de défendre les ouvriers hommes. En revanche, on ne pense pas encore à défendre les ouvrières femmes, d'accord ? En Italie, en 1906, vous avez la création de la Confederazione Generale del Lavoro, qui est donc le même type d'organisation, c'est-à-dire une organisation syndicale. Alors les travailleurs sont de plus en plus combatifs à la fin du siècle et les conflits se multiplient. Par exemple, vous avez 18 000 grèves en France entre 1895 et 1914. En Italie, on dénombre 1039 grèves de 19 jours en moyenne, juste avant la Première Guerre mondiale, dans les années 1913-1914. Cette augmentation des conflits constitue une sorte de gymnastique révolutionnaire qui doit permettre un grand soir victorieux. C'est toujours l'idée de la prise du pouvoir par la révolution. Et donc la grève générale, c'est le principal instrument de la révolution sociale, avec d'autres moyens d'action évidemment, mais qui sont considérés comme moins importants, comme le boycott des employeurs hostiles aux syndicats. Alors, les syndicats se développent. En 1914, en Italie, vous avez 500 000 syndiqués. En France, où il y en a 1 million. Évidemment, il faut compter la différence démographique à l'époque. En Italie, vous avez la création du Parti des travailleurs socialistes par Antonio Labriola et Filippo Turati, qui intervient en 1892 à Gênes, qui va devenir ensuite en 1893 le Parti socialiste italien, et qui est affilié tout de suite à la Deuxième Internationale. Turati veut conquérir, il a une sorte de conception un peu différente de l'anarcho-syndicalisme français, puisqu'il veut conquérir les instruments démocratiques pour transformer la société de l'intérieur. Donc il a une démarche plutôt légale. Et la particularité du socialisme italien, c'est qu'il est très présent dans les campagnes. C'est la grande différence avec le communisme et le socialisme français, qui était moins diffusé chez les propriétaires terriens et chez les paysans qui étaient beaucoup plus méfiants. Les journaliers italiens, notamment de la plaine du Pô et des régions du centre, y adhèrent facilement. Alors enfin, tous ces mouvements, toutes ces luttes vont permettre d'aboutir à des réformes sociales, et c'est notre dernière sous-partie. Alors, petite remarque, en France, la première législation sociale, elle date du Premier Empire. Elle interdisait le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines, c'était en 1813. En réalité, pour faire respecter une loi, évidemment, il faut contrôler les entreprises, et il n'y avait pas d'inspecteur du travail à l'époque. Donc les entreprises étaient peu surveillées. C'est la loi Guizot de 1841 qui est fondatrice pour la protection sociale. Elle limite le travail des enfants à 12 heures par jour, entre 12 ans et 16 ans, 8 heures entre 8 et 12 ans, et puis elle l'interdit en dessous de 8 ans. Alors, il y a toujours la place pour des fraudes et des abus, et d'ailleurs la loi de 1941, elle sera aussi contournée. Pas généralement, mais elle est contournée. En 1851, au début de notre période, la durée maximum de travail est fixée à 10 heures pour les enfants jusqu'à 14 ans. L'âge minimum de travail est porté à 12 ans seulement en 1874, puis 13 ans en 1892 lorsque l'école devient obligatoire avec les lois Ferry de 1882. Le livret ouvrier qui avait été créé par Bonaparte en 1803 et qui suivait les ouvriers pendant toute leur carrière avec un avis de chacun de leurs patrons, c'était terrible le livret ouvrier, c'était quelque chose de très pesant. On ne pouvait pas être employé si on ne l'avait pas, et si on l'avait, on pouvait être mal employé et très peu payé. Il va tomber en désuétude à partir de 1804, déjà sous le Second Empire, et puis il est aboli sous la Troisième République en 1890. Alors, sous la Troisième République en France, on va avoir
une amélioration assez importante des normes, avec l'accès des ouvriers à des vestiaires, des lavabos, des toilettes, avec de l'eau propre évidemment. On a la création en 1906 du ministère du Travail par Clemenceau. Et en Italie, il faut attendre 1920 pour avoir un ministère del lavoro e della previdenza sociale. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, l'Église joue un rôle important, et le pape encourage les réformes sociales, notamment avec l'encyclique Rerum Novarum de 1891. Oui, je prononce le latin à la française, donc ça fait toujours hurler les Italiens, je suis désolée. Donc Léon XIII encourage la formation d'associations catholiques ouvrières, c'est la naissance, l'encyclique Rerum Novarum marque la naissance du catholicisme social en Europe occidentale. Après les droits politiques qui avaient été revendiqués par les hommes de 1789, la revendication de droits sociaux, emploi, réduction des inégalités, sécurité, conditions humaines de travail, protection sociale, témoigne de l'évolution du XIXe siècle vers une démocratie sociale, vers ce qu'on va appeler au XXe siècle la social-démocratie. Alors sur ce document, qui est le dernier document que je vous propose, vous avez une répartition des progrès sociaux en Europe. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est la France et l'Italie. Donc vous avez bien la liberté syndicale, le droit de grève en France 84-64, en Italie 1890, les assurances pour les accidents du travail 1898 pour l'Italie et 1898 pour la France. Pour l'assurance maladie, on est également dans les mêmes années. Et puis la retraite, en revanche, alors on parle des premières retraites, qui sont des assurances retraite privées, pas étatiques. 1895 en France, 1919 en Italie, d'accord. Rien à voir avec un système de retraite public comme aujourd'hui. Alors, dans la fin de notre période, et je voulais terminer là-dessus parce que c'est un sujet qui encore aujourd'hui suscite des polémiques, alors qu'il ne devrait pas en théorie après plus de 100 ans. À la fin de notre période, l'impôt sur le revenu progressif est évoqué. L'idée vient d'Angleterre, et c'est en Angleterre, elle est défendue par le Parti libéral, d'accord ? Donc un parti en théorie qui devrait plutôt se ranger à l'opposé de la République rouge. Pourquoi ? Parce que les libéraux anglais voient dans l'impôt progressif une sorte de rançon, de taxe, que les riches paieraient pour garantir la sécurité de leur richesse. Vous vivez dans une société en paix, vos biens sont protégés, donc acceptez de payer pour avoir cette chance-là. Alors en France, l'impôt progressif sur le revenu, il va être instauré en 1914, juste au tout début de la guerre, et après 7 ans de lutte, de combat acharné au Parlement contre les députés. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre, que l'État a besoin d'argent, et donc on va le chercher là où il est, c'est-à-dire chez ceux qui ont le plus d'argent, puisque le principe de l'impôt progressif, contrairement au forfait, c'est qu'il pénalise les plus riches et non pas les plus pauvres. En Italie, il faut attendre 1923 pour voir la naissance d'un impôt progressif. Alors nous arrivons à la fin de cette présentation. Je voulais vous conclure donc sur les transformations sociales qui ont eu lieu de 1850 à 1914. Alors, nous avons vu que du combat séculaire entre socialisme et libéralisme économique va naître au XXe siècle une espèce de synthèse, puisqu'on a évoqué en fin de présentation la social-démocratie. Le capitalisme libéral sera transformé par l'intervention de l'État et par des législations sociales, de sorte que le libéralisme économique, s'il a connu une apogée au XIXe siècle dans les faits, avec la pratique de la liberté du marché, une idéologie étroitement conservatrice qui a été défendue par une bourgeoisie justement au pouvoir. D'un autre côté, le socialisme révolutionnaire, porté par le prolétariat, a lui-même, en grande majorité, a lui-même évolué vers une synthèse avec l'adoption d'une forme de légalité, la renonciation à la dictature,
et la renonciation aussi à la révolution, hein, au coup d'État. Mais ça, ce sera un petit peu plus tardif dans le programme, hein, ça interviendra après l'entre-deux-guerres. Donc les luttes sociales ont été assurément nécessaires pour améliorer le sort des ouvriers, des classes sociales les plus basses au XIXe siècle. Et il faut toujours garder en tête la formation de la classe moyenne qui accède à des conditions de vie décentes, notamment grâce à la sécurité du salaire, c'est-à-dire d'abord un salaire septimanal et puis ensuite un salaire qui va devenir mensuel après la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ces luttes sociales, ces luttes ouvrières n'auraient rien donné en l'absence d'une révolution industrielle préalable, et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que toutes ces évolutions sociales ont été rendues possibles par la révolution industrielle, qui a permis, parce qu'elle accroissait les richesses, une redistribution des richesses entre les classes sociales, et donc l'émergence de réformes sociales et d'une législation plus favorable aux classes les plus faibles. Probablement que s'il n'y avait pas eu les luttes ouvrières et que s'il n'y avait pas eu un enrichissement notable de la société, on pourrait penser, même si on ne le saura jamais, on pourrait penser que les entrepreneurs d'eux-mêmes n'auraient jamais décidé de donner une partie de leurs bénéfices plus importante à leurs ouvriers. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, merci à vous. Il y a des questions? Se vuole, lo dico in italiano, se vuole leggerle nella chat relatore, le ho inserite. Oui, alors la Troisième République va durer jusqu'en 1940. Oui, la Troisième République est un régime politique très long. Il clôt la période de révolution en France. Donc ça n'est pas la Première Guerre mondiale, c'est bien la Seconde Guerre mondiale qui clôt la Troisième République. D'accord ? Puisqu'en fait, ça fait pas partie de notre thème aujourd'hui, mais c'est l'Assemblée nationale qui va se suicider en juillet 1940, suicider en remettant les pleins pouvoirs, en donnant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et donc ça marque la fin du régime politique de la Troisième République. Puis après la guerre, une Quatrième République sera fondée, qui sera ensuite transformée en Cinquième République par l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ensuite, la veuve Boucicaut, qui s'occupe du Montmarché après le décès de son mari, financera l'Institut Pasteur. Que pensez-vous de l'aide des entrepreneuses femmes à cette époque ? Oui, effectivement, simplement elles étaient rares, puisque on sait que dans le modèle bourgeois, la femme doit d'abord être une mère, une bonne mère et une bonne ménagère. D'accord, donc il était très rare à cette époque que les femmes interviennent dans les affaires de leur mari. D'ailleurs, Madame Boucicaut, elle est intervenue, comme vous le dites, quand elle était veuve, c'est-à-dire que son mari était décédé et elle avait en gestion son héritage. Probablement que si elle avait eu un fils adulte, elle n'aurait pas pu s'occuper autant des affaires de son mari, puisque si je me souviens bien, ensuite son héritage a été légué entièrement à une fondation parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Pour quelle raison vous parlez de mouvement populaire s'il s'agit d'organisation de travail ? Oui, je parle de populaire au sens des classes populaires. J'aurais pu dire plutôt mouvement travailleur. Vous avez raison. Grazie professoressa, ha risposto alle domande che sono state poste. Io ringrazio lei e ringrazio i partecipanti per l'attenzione. Arrivederci. Arrivederci.